Inorix et Sotel sont fiers de vous présenter la grande interview. Inorix et Sotel sont partenaires d'une sécurité globale. Deuxième partie de la grande interview avec mon invité Alain Bauer, professeur de criminologie, spécialiste des questions sur la sécurité et le terrorisme. On parlait dans la première partie du CNAPS. À ce propos, le récent rapport annuel de la Cour des comptes critique vertement le CNAPS, estimant que le secteur des entreprises privées de sécurité est, cite le rapport de la Cour des comptes, peu fiable, marqué par une qualité de service aléatoire et caractérisé par d'importantes fragilités économiques et sociales, sans parler également du dumping sur le prix des prestations au détriment du service rendu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai trouvé ce rapport formidable. J'ai trouvé ce rapport formidable, d'abord parce que pour l'essentiel, il ne parle pas de ce que la Cour des comptes est censée faire, vérifier nos comptes. Ouais. Comme il n'a rien trouvé à en dire, il n'en dit donc rien. D'accord. Et donc, c'est déjà une immense satisfaction. C'est comme sortir d'un contrôle fiscal sans qu'on ait quoi que ce soit à vous demander. Ouais. Et ensuite, qu'on vous explique que l'administration des impôts est mal faite. Je participe donc à l'idée qu'effectivement, le secteur est fragile, les prix bas, mal formés, posent un problème de structuration, etc. En quoi le CNAPS est-il responsable du secteur qu'il contrôle ? Je ne sais pas. Je ne suis pas. Les médecins ne sont pas responsables des épidémies, ils sont responsables du traitement des épidémies. Ensuite, il y a des sujets légitimes où la Cour des comptes dit oui, mais par exemple, les fichiers auxquels vous avez accès sont fragiles. Oui, ce sont ceux du ministère de l'Intérieur. Les documents qui vous sont donnés, on peut les modifier. Oui, ils sont émis par le ministère de l'Intérieur, ou d'autres d'ailleurs. Oui, vous n'avez pas les moyens de faire suffisamment de contrôle. Absolument. Créons du personnel pour les faire. Oui, mais vous ne pouvez pas prélever les amendes. Ah, c'est sûr, le législateur n'a pas prévu que les amendes nous soient versées à nous, mais au Trésor public. Oui, mais, et donc 80% du rapport soit ne nous concerne pas et nous partageons, alors largement on signe 2 fois les documents de la Cour des comptes, soit nous concerne en expliquant que nous n'avons pas la capacité d'appliquer des pouvoirs qui ne nous sont pas donnés. Et le collège l'a dit aussi. Alors il y a 2-3 critiques qui sont plus vives, alors certaines qui sont très étranges, puisque la Cour des comptes reproche à des magistrats qui sont de vrais magistrats, des tribunaux juridictionnels, correctionnels, etc., d'autoriser à des personnes qui ont eu un comportement marqué par un casier judiciaire plus ou moins lourd, le fait d'être pris malgré tout. Et moi, je suis très content que des magistrats financiers s'occupent d'expliquer la vie aux magistrats correctionnels, mais je propose qu'ils fassent ça tous les deux seuls en réunion et hors de ma présence, pour savoir si effectivement on peut ou pas assurer la réinsertion de quelqu'un qui a été condamné 20 ans plus tôt à un certain nombre de délits routiers, par exemple. Cette question est posée. Moi, j'ai une position très ferme sur les délits intrafamiliaux, par exemple, sur les violences. Ouais. Je dois dire que sur le stationnement interdit, et voilà, surtout 20 ans avant, voyez. Bon. Donc, il y a un certain nombre de sujets. Alors, c'est un grand mélange, parce que la Cour, à la fois, s'est dit, on va dire tout ce que tout le monde dit, y compris le CNAPS d'ailleurs, mais on va faire semblant de ne pas le dire à l'État parce que quand même, ce n'est pas raisonnable. Et donc, quand le rapport est sorti, tout le monde était très surpris du soutien enthousiaste du CNAPS, parce qu'aucune des questions qui sont posées ne s'adresse à lui. Pas ses comptes, ce qui est quand même le sujet essentiel. Bon, bah voilà, donc ça c'est fait. Et pour le reste, l'essentiel s'adresse à notre tutelle, à l'administration, au législateur, au Trésor public. On est très très content que le Cour des comptes ait raconté tout ça. On se demande s'ils ne sont juste pas trompés de destinataire. C'est ça. À part ça... Erreur de mail. Oui. Alors on a parlé dans la première partie, mais très rapidement, des grosses échéances qui arrivent et qui sont importantes, entre autres pour la sécurité privée. Il y a la Coupe du Monde féminine de football en 2019, il y a la Coupe du Monde de rugby en 2023, et bien sûr les JO 2024. Est-ce que la profession sera prête? Est-ce que, avant ces JO, qui est l'événement culminant dans les 5 années à venir, le foot féminin en 2019 et le rugby en 2023 vont être des phases de test? Comme l'a été la Coupe d'Europe de football après les attentats. Là, on est passé du test à la mise en scène de la réalité après un événement qui a bouleversé l'ensemble du processus de sécurisation avec un problème majeur qui était les fan zones,
totalement sous-estimé par Oui, les c'est villes. ce que révèle le rapport de la Cour des comptes. Par les villes organisatrices, Ouais. et sur lesquelles il se trouve que les effectifs disponibles étaient très insuffisants. Parce qu'au-delà de l'événement en tant que tel, qui va générer de la demande supplémentaire spot pour des missions particulières, le jour des matchs, etc., tout au long de l'année, il y a le client régulier qui lui-même va organiser des manifestations et qui pense qu'il est prioritaire, ce qui est d'ailleurs vrai. Parce qu'avant et après l'événement, il faut retrouver son client. Si on l'a laissé tomber parce qu'on a été faire le stade ou la fan zone, on ne le retrouve pas après. Ouais. Deuxièmement, il n'y a pas assez de personnel qualifié pour gérer ces affaires à cause du taux de rotation et du faible niveau de qualification. Donc l'enjeu général pour arriver à tenir ces événements va être justement d'assurer une amélioration très nette de la qualification, évidemment de la prestation. Ça s'organise comme tout. Nous avons réussi miraculeusement 2016 grâce à une mobilisation générale de la profession à qui il faut rendre hommage. Contrairement à ce qui est indiqué ici et là, c'est parce qu'elle était là que ça s'est fait, parce que ce n'est pas les effectifs de police, de gendarmerie ou militaires qui étaient déjà au bord de l'épuisement générique qui auraient pu faire la soudure. Ils l'ont fait en partie, notamment à Paris, mais partout ailleurs, il a bien fallu que le secteur privé récupère. Il y a 300 000 cartes disponibles pour 150, 160, 180 000 agents disponibles sur un moment. Donc il y a beaucoup de gens qu'on peut aller retrouver parce qu'ils ont la compétence, mais qu'ils ont choisi un autre métier, ou qu'ils le font à mi-temps ou à tiers-temps et qu'ils ont fait des heures supplémentaires. Tout ça a nécessité un énorme effort de la part des opérateurs publics et privés. Là, on a du temps, autant en profiter justement pour assurer une structuration à long terme, un enracinement réel, une professionnalisation du secteur. C'est un autre portée. On a portée. déjà commencé, parce que la Coupe du Monde féminine, c'est dans 8 mois, quoi. Oui, je ne suis pas sûr que ce soit elle qui va poser le plus de problèmes en termes de flux et d'effectifs. Et là, probablement se tient-elle. Peut-être même la Coupe du Monde de rugby aussi, ce qui ne sera pas du tout le cas des JO. Donc on a du temps, malgré tout. D'accord. Et vous pensez qu'on va dans le bon sens ? On n'est pas en phase de dégradation. Il va falloir donner un sacré coup de fouet pour arriver à tenir les enjeux de la des Jeux Olympiques de 2024. Reste du boulot. Nombreux sont ceux qui pensent qu'on est déjà dans une sorte de Big Brother à la George Orwell dans 1984, qui pensent qu'on est espionné sur tout, donc sanctionné plus facilement, donc c'est lié à la sécurité publique et à la sécurité privée. Est-ce que cet aspect sécuritaire qui se cache un peu derrière les attentats, c'est un prétexte pour plus de sanctions aussi pour le simple citoyen ? Il y en a beaucoup qui le voient comme ça. D'abord, si les simples citoyens respectaient les feux rouges, les interdictions de stationner et la vitesse au volant, ils ne seraient pas sanctionnés. Ouais. Je rappelle que la question n'est pas de sanctionner à tort, mais qu'on est si peu sanctionné avant. La mortalité routière est un indicateur. Oui, mais le citoyen a une capacité formidable de se transformer en piéton haïssant les voitures quand il traverse un passage piéton et qu'il est agressé par le chauffeur qui s'arrête au milieu, celui qui oublie de s'arrêter, le scooter, le machin. Puis quand il prend le volant, se transfigure tout d'un coup. C'est des animaux fantastiques. Et Harry Potter à côté est un amateur. Et du coup devient extrêmement agressif et méchant et engueule le monde entier. Donc voilà. Ceux qui sont sanctionnés aujourd'hui auraient dû l'être hier. Ce n'est pas un sujet, la sanction. La surveillance est un sujet. Ce n'est pas la même question. La surveillance, elle pose un problème parce que c'est intrusif. Oui. Et que nos systèmes de surveillance sont faits pour le chalut et pas la pêche à la ligne. Voilà. Parce qu'on a toujours considéré que plus on surveillait, mieux on surveillait, et jamais on a été aussi informé de documents, d'informations, de communication, de connexion qu'avant. Et qu'on ne sait d'ailleurs pas quoi en faire, parce qu'on est submergé par l'information plutôt que de savoir comment la traiter. C'est le drame du fétichisme technologique qui a expliqué les désastres, notamment du 11 septembre. Je rappelle que dans la quasi-totalité des attentats réussis au cours des 50 dernières années, la quasi-totalité aurait pu être empêchée ou perturbée par la simple analyse des informations qu'on avait. Que les Français avaient transmis, entre autres, on l'a vu dans leur reportage, aux Américains. Les Américains, enfin tout le monde. Voilà, moi j'ai des souvenirs effectivement d'avant le 11 septembre où on leur dit ça va se passer chez vous, et les Américains disant mais non, ça va se passer ailleurs. Bon, alors une partie s'est passée ailleurs, une partie chez eux d'ailleurs. Mais voilà, et le seul homme qui avait compris ça, qui était le patron de l'antiterrorisme du FBI, mourant le 11 septembre dans la tour, puisqu'il était devenu directeur de la sécurité du World Trade Center en ayant claqué la porte du FBI parce qu'ils étaient, je cite, trop cons. Bon, je le cite lui. Donc oui, il y a un problème de surveillance et de contrôle de la surveillance. Mais pour l'essentiel,
Les éléments majeurs de cette surveillance ne viennent pas des services de renseignement. Ils viennent de l'usage malencontreux de votre petit appareil que vous avez dans la poche et de l'usage des GAFA. Ouais. Vous fournissez vous-même un nombre d'informations absolument invraisemblables au monde entier et essentiellement à des opérateurs commerciaux qui peuvent aussi se transformer en agences de renseignement. Et non seulement vous leur fournissez gratuitement, mais par ailleurs, eux-mêmes vous le font payer. Enfin, on n'a pas le choix. Si, bien sûr. Pourquoi ? Vous ne pouvez pas aller acheter un livre au libraire du coin ? Si, c'est bien évidemment. Mais enfin, après, il y a tellement de choses qui se font sur Internet. Vous ne pouvez pas aller faire vos courses ? Ah bon, je vais faire mes courses. Vous ne pouvez pas utiliser un vecteur qui vous garantit la confidentialité des données. On ne peut pas passer à côté du téléphone portable. Le téléphone, c'est un téléphone. Vous pouvez avoir un téléphone qui sert à téléphoner. Oui, mais on sait très bien que tout ça peut être aussi analysé. Ah, c'est beaucoup plus compliqué d'écouter une conversation téléphonique que de regarder l'intégralité de vos connexions diverses avec vos multiples opérations de smartphone. C'est un choix. C'est le choix de la vitesse, de l'interconnexion et de l'absence totale de sécurité. Mais vous ne pouvez pas le reprocher aux autres. Je vais jeter mon téléphone. Vous pouvez évoluer vers un format peut-être plus sécurisé. Pour terminer, parce qu'on est presque arrivé au bout de cette émission, ça va vite, ça va très vite. Quels sont vos projets, Alain Bauer ? Moi, mes projets, j'enseigne. Oui, toujours, bien sûr. À Paris, à New York, à Shanghai, à Abu Dhabi, à Moscou, voilà, dans des tas d'endroits où les gens se détestent, mais où ils ont le même sujet, notamment sur le terrorisme. J'écris. Voilà, je termine 3 minutes pour comprendre 50 grands faits criminels. Un dictionnaire amoureux des espions, ah oui, qui sera mon 3e dans cette série. Et puis la vraie histoire de l'État islamique pour l'année prochaine. Voilà. D'accord. Une histoire, alors là, avec des documents plus intéressants sur le fait qu'on n'est pas sûr même que cette organisation n'ait été en fait autre chose qu'une organisation criminelle et pas véritablement une organisation terroriste. Mais vous lirez ça quand ça paraîtra, voilà. Merci d'avoir trouvé un tout petit peu de temps dans votre emploi du temps surchargé. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de la grande interview. Merci à Patrick Haas, rédacteur en chef de l'émission, ainsi qu'à la Dream Team d'Agora. Très bonne journée à tous. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle grande interview. Inorix et Sotel était fiers de vous présenter la grande interview. Inorix et Sotel sont partenaires d'une sécurité globale.